Sud Radio Parlons Vrai chez Bourdin, 10h30, 12h30, Jean-Jacques Bourdin. Bonjour à toutes et à tous et merci d'être avec nous. Parlons Vrai chez Bourdin pendant 2 heures. Vous connaissez votre émission et vous savez comment réagir. 0826 300 300. J'attends vos réactions parce que vous êtes indispensables, vous le savez. De quoi allons-nous parler? Pétrole et football avec Karim Benzema qui va probablement rejoindre l'Arabie Saoudite après Cristiano Ronaldo et peut-être avant Lionel Messi. L'Arabie Saoudite mise sur le football. Le fonds d'investissement public, c'est l'argent de l'État saoudien, a dressé une liste de joueurs qui sera répartie, des joueurs qui seront répartis ensuite dans les principaux clubs du pays. Nous allons vous expliquer comment ça se passe. C'est assez incroyable tout à l'heure dans cette première demi-heure. Dans notre première demi-heure aussi, nous allons parler de ce maire agressé, tabassé par des jeunes. Ça s'est passé à Magnières, en Meurthe-et-Moselle, 300 habitants. Une soirée dans la salle des fêtes a dégénéré. Le maire sera avec nous dans quelques minutes. Il va nous raconter exactement ce qui s'est passé. Entre 10h et 11h, débat autour de l'Ukraine. Guerre Ukraine-Russie. L'offensive ukrainienne a-t-elle commencé? Oui, dit la Russie. Non, dit l'Ukraine. Une Ukraine forte est-elle une garantie pour la paix, comme l'affirme Anthony Blinken, le secrétaire d'État américain, le chef de la diplomatie américaine? Nous ouvrirons le débat entre 11h et midi. Et puis à 12h05, nous parlerons du Sénégal. Émeute au Sénégal. Où en est la situation? Pourquoi ces émeutes? Qui est le principal opposant? Ousmane Sonko, dont les partisans descendent dans la rue. D'immenses champs de gaz et de pétrole ont été découverts dans l'Atlantique, gisements qui vont être exploités avec la Mauritanie. Nous parlerons de tout cela à partir de midi avec Lou Vialet, qui est journaliste spécialiste de la géopolitique africaine. Ce sera vraiment très intéressant. Le Sénégal, qui est un pays en ce moment secoué donc par des émeutes. Il y a eu, je crois, 17 ou 18 morts ces 2 ou 3 derniers jours au Sénégal. Il y a 10h34, merci d'être avec nous. Dans quel monde on vit? Nous partons pour Roland-Garros. Le code de bonne tenue des hôtesses de Roland-Garros fait polémique. Félix Mathieu, les féministes jugent ce code des hôtesses sexiste. Des jambes et des aisselles épilées, de la laque pour éviter les mèches rebelles, du maquillage léger mais résistant aux intempéries. Autant d'injonctions contenues dans ce guide de l'hôtesse parfaite de Roland-Garros, un guide qu'a dévoilé le Parisien aujourd'hui en France, et il n'en fallait pas plus pour provoquer une certaine consternation. Il y a un vrai problème avec le métier d'hôtesse qui est structuré par des stéréotypes sexiste, réagit la nouvelle secrétaire générale de la CGT, Sophie Binet, qui est aussi une féministe notoire. Les hôtesses d'accueil sont particulièrement exposées à tout ce qui est harcèlement sexuel, remarques sexistes, voire agression sexuelle. On nie leur professionnalisme en les enfermant dans un rôle de potiche. Sophie Binet, rejointe sur ce terrain d'ailleurs par la députée écologiste Sandrine Rousseau, qui fustige elle aussi en Roland-Garros, je la cite, « Le monde d'hier, conservateur, rétrograde, sexiste et misogyne ». Vrai ou pas? Vous avez été hôtesse à Roland-Garros, vous nous dites, témoignez, racontez-nous. Aucun problème sur l'antenne de Sud Radio. Vous n'hésitez pas, il est 10h35. On en parle si vous le souhaitez. Le football et l'Arabie Saoudite. L'Arabie Saoudite offre un contrat en or à Benzema, 200 millions sur 2 ans. Karim Benzema n'a pas encore vraiment décidé, mais ça va se faire après 14 saisons couronnées de succès. Benzema va quitter le Real, sauf surprise, donc il devrait rejoindre l'Arabie Saoudite dans les prochains jours. Un fonds d'investissement souverain, c'est l'argent de l'État saoudien, de plusieurs milliards, est derrière cette opération financière, comme cela avait déjà été le cas pour l'arrivée de Cristiano Ronaldo. Kevin Vessière, bonjour. Bonjour. Vous êtes analyste en géopolitique du sport, Kevin Vessière. Ce n'est pas compliqué, l'Arabie Saoudite mise sur le football, mais aussi sur la culture, sur le tourisme. Et pour miser sur le football, l'Arabie Saoudite dégage énormément d'argent à travers un fonds d'État qui finance l'achat de joueurs, des contrats mirobolants, des joueurs. Une liste de joueurs serait dressée et ces joueurs ensuite répartis dans les principaux clubs du pays. C'est cela, Kevin Vessière? Oui, c'est ça en fait. C'est-à-dire que l'Arabie Saoudite a un fonds d'investissement souverain qui s'appelle le PIF
et qui vise en tout cas à appuyer sa stratégie politico-sportive pour transformer le pays. Donc ça passe effectivement par la modernisation des services à la population, mais aussi changer l'image du pays à l'international pour un régime, une pétromonarchie quand même très conservatrice, dans le but en tout cas d'accueillir des investissements étrangers. Et c'est pour ça qu'ils veulent en tout cas faire en sorte d'avoir la ligue de football avec le plus de stars possible, parce que comme ça peut changer l'image du pays et attirer les investisseurs pour essayer en tout cas de développer des projets de nouvelles technologies sur leur territoire. Oui, Kevin Vessière, est-il vrai qu'une liste de joueurs internationaux, de joueurs très connus, aurait été dressée? Les joueurs, l'Arabie Saoudite essaierait d'attirer les joueurs et ensuite répartirait ces joueurs entre les principales équipes du pays. Oui, alors en fait, ce qui se passe, c'est qu'effectivement, les clubs sont pas détenus par l'État d'Arabie Saoudite, mais ce qui permet en tout cas d'attirer ces joueurs, c'est grâce à ces financements via ce fonds d'investissement souverain directement lié à l'État d'Arabie Saoudite. Donc finalement, ce qui se passe, c'est que de plus en plus, les clubs d'Arabie Saoudite ont des liens extrêmement forts avec l'État. Et donc qui vont finalement être des courroies de transmission par rapport à cette stratégie politique qui veut faire que la Ligue d'Arabie Saoudite soit en tout cas le prochain pont doré pour les footballeurs, avec effectivement une liste qui commence en tout cas à être dressée. On a pu le voir en tout cas avec la signature de Cristiano Ronaldo en début d'année, mais ensuite Benzema qui va sans doute rejoindre l'Arabie Saoudite, et peut-être Léo Messi vu que son contrat se termine avec le PSG, et peut-être que d'autres joueurs vont venir par la suite pour que chaque club d'Arabie Saoudite ait sa grande star, et qu'ensuite ça puisse en tout cas attirer les investisseurs et aussi les diffuseurs pour mettre en lumière toute l'Arabie Saoudite. Voilà, l'idée est simple, on attire les plus grandes stars du football, ça permet de mettre en lumière effectivement l'Arabie Saoudite, le pays en lui-même, ça permet d'attirer des diffuseurs, ça permet d'attirer des sponsors. Les clubs, eux, la répartition des joueurs se ferait entre les clubs, les principaux clubs, pas tous les clubs d'ailleurs, parce que j'ai vu que certains clubs protestaient, hein. Vous avez vu ça, Kevin Vessière? Oui, c'est ça, c'est-à-dire qu'il y a certains clubs qui sont plus mis en avant que d'autres. Après, ce qu'il faut savoir, c'est que contrairement peut-être au Qatar, le football en Arabie Saoudite, c'est quand même quelque chose qui est assez ancré dans la culture saoudienne. On a pu le voir aussi avec l'engouement autour de l'équipe nationale durant la Coupe du Monde, mais c'est aussi le cas pour au niveau des clubs. Et il y a certains clubs qui, pour l'instant, se sentent finalement mis de côté par rapport à cette stratégie. Mais c'est vrai qu'en tout cas, ce qui va être intéressant à noter, ça va être de voir effectivement si tous les clubs vont avoir aussi leur grande star pour ensuite pouvoir promouvoir le territoire de l'Arabie Saoudite, et aussi pouvoir peut-être que ces stars du football vont être des relais dans la promotion du pays. On a pu le voir avec en tout cas Cristiano Ronaldo, et aussi déjà Léo Messi qui a déjà un contrat avec l'Office de tourisme d'Arabie Saoudite et qui avait fait grand bruit lorsqu'il n'était pas rendu à un entraînement pour le club du PSG. Et oui, on se souvient, Lionel Messi, ambassadeur de l'Arabie Saoudite, un contrat de 30 millions d'euros par an, quand même, hein, pour faire la promotion du pays, c'est pas rien. Hein. Quant à Karim Benzema, on lui offrirait 200 millions sur 2 ans, 100 millions net par an, il a 35 ans. Est-ce qu'il a raison ou pas? Feriez-vous la même chose? Est-ce que vous partiriez en Arabie Saoudite? Vous nous dites, hein, vous n'hésitez pas à intervenir. 0826 300 300, on va en parler. Je rappelle aussi, Kevin Vessière, que l'Arabie Saoudite est propriétaire de Newcastle, le club anglais. Oui, c'est ça, ils ont pu racheter ce club en 2021, suite notamment à la fin du blocus qu'ils mettaient vis-à-vis du Qatar. On a pu voir aussi que durant la Coupe du Monde, il y a eu pas mal de scènes entre les deux dirigeants d'Arabie Saoudite et du Qatar, où finalement on voyait que les relations étaient revenues, étaient plutôt au beau fixe. Et donc là-dessus, ils ont pu racheter ce club en 2021 et avoir, pour l'instant, on a vu juste en tout cas un maillot secondaire aux couleurs de l'Arabie Saoudite, mais à voir à l'avenir si, comme le PSG, Newcastle sera aussi la vitrine sportive de l'Arabie Saoudite dans son projet en tout cas de nouvel acteur fort du monde sportif. Le sport, la culture, le tourisme, ce sont les axes de développement de l'Arabie Saoudite. L'Arabie Saoudite qui, rappelons-le, est un pays
autoritaire, plus qu'autoritaire. C'est un régime archaïque et souvent rattrapé par ses démons. L'assassinat en Turquie du journaliste Jamal Khashoggi, la guerre au Yémen, et avec toutes les atrocités qui sont entraînées, la répression des dissidents politiques, les violations des droits humains, enfin, etc., etc. Hein. Mais de tout cela, Lionel Messi, Cristiano Ronaldo et Karim Benzema se moquent. Oui, pour l'instant, en tout cas, c'est sûr qu'on n'a pas vu de déclaration, comment dire, qu'elle est au-delà du champ sportif de ces différentes stars. Ce qu'on peut rajouter, effectivement, c'est aussi que dans cette région du Golfe Persique, il y a un certain mimétisme, une certaine aussi culte du prestige dans ces événements sportifs. On peut le voir notamment avec les différents Grands Prix de F1, où chaque État du Golfe a désormais son Grand Prix de F1. Et surtout, comme vous l'avez rappelé, depuis le meurtre de Jamal Khashoggi, mais aussi depuis la guerre au Yémen, l'Arabie Saoudite cherche à redorer son image à l'international. Et c'est ce en quoi le sport et les vertus prétendues positives du sport peuvent aider, même si les accusations de sport washing, c'est-à-dire de laver l'image du pays par le sport, sont de plus en plus nombreuses. Mais pour l'instant, on a pu le voir en tout cas qu'avec la Coupe du Monde au Qatar, même s'il y a eu beaucoup de critiques, en tout cas en amont, avec ce genre de pratiques, après, au final, on les oublie assez vite une fois que la compétition a eu lieu. L'Arabie Saoudite qui veut organiser les Jeux asiatiques d'hiver en 2029. Des Jeux d'hiver en Arabie Saoudite, ça choque beaucoup de monde. Infrastructure, 500 milliards de dollars. Kevin Vessière, là encore, c'est un axe de développement. Oui, tout à fait. L'idée, c'est aussi il y a différents projets qui sont mis en place au niveau de l'Arabie Saoudite, notamment avec un projet de ville dans le désert qui s'appelle le projet Neom. Oui. Et donc voilà, une ville finalement sans voiture qui serait un petit peu aussi la vitrine technologique de l'Arabie Saoudite. Mais bon voilà, ça va au-delà des aspects territoriaux et au-delà de l'aspect écologique. Et c'est vrai que là-dessus, ces Jeux asiatiques d'hiver, ce sera fait sur ce site de Neom pour aussi promouvoir l'un des axes de la stratégie politico-sportive de l'Arabie Saoudite. Mais après là-dessus, effectivement, ça rentre dans un nouveau champ où on voit que finalement l'Arabie Saoudite veut montrer aussi un peu comme ce qui s'est passé avec le Qatar et la construction des stades dans le désert, finalement, qui peuvent aller au-delà des limites de leur territoire pour finalement asseoir leurs ambitions de devenir en tout cas un nouvel acteur important au niveau international, et ça passera notamment par le sport pour pouvoir changer son image. Oui, l'Arabie Saoudite qui veut aussi organiser la Coupe du Monde de foot en 2030, sauf que en collaboration avec la Grèce et l'Égypte, sauf que la Grèce et l'Égypte ont reculé. Oui, c'est ça. Pour l'instant, c'est vrai que ce projet était globalement flou. On a vu que si effectivement il y a eu des déclarations par rapport à l'Égypte assez fermes pour dire qu'il n'allait pas s'associer avec l'Arabie Saoudite. Mais ce qui est sûr, c'est que l'Arabie Saoudite, en tout cas, est en train de placer ses différents pions, que ce soit au niveau du football, mais aussi au niveau du golf, du cyclisme, ou aussi le Dakar maintenant qu'il est en Arabie Saoudite, pour pouvoir en tout cas démontrer au niveau international qu'il peut accueillir les plus grands événements sportifs internationaux. Et la Coupe du Monde et les Jeux Olympiques en font partie. Notamment aussi parce que le Qatar a eu sa Coupe du Monde, donc l'Arabie Saoudite, la grande puissance de la région, veut aussi cette Coupe du Monde. Mais pour l'instant, le projet est un peu retardé, mais on va dire que c'est une question d'années pour que l'Arabie Saoudite ait ce genre de compétition. Merci, 10h44. Merci Kevin Vessière, ça vous fait réagir, vous n'hésitez pas. 0826 300 300. Allez-y, dans un instant nous partons pour la Meurthe-et-Moselle, rejoindre le maire de Magnières. Magnières, c'est une commune de 300 habitants en Meurthe-et-Moselle. Le maire a été agressé, il a été tabassé. Il y avait une fête dans la salle des fêtes du village, la salle commune du village, une fête organisée par des jeunes qui venaient d'ailleurs. Et ça s'est mal passé, il est allé intervenir et ça s'est mal passé, il a été frappé. Il va tout nous raconter, Édouard Babel, le maire de Magnières, avec nous dans un instant. 10h45, 11h moins le quart. Jean-Jacques Bourdin. Il est 10h49, merci d'être avec nous. Dans un instant, je l'espère, Édouard Babel, le maire de Magnières, qui nous avait promis d'être là, qui n'est pas là pour l'instant, en Meurthe-et-Moselle, 300 habitants. Magnières, il a été violemment agressé dans la nuit de samedi à dimanche, tabassé par des jeunes extérieurs au village. Mais une information, rappelez-vous,
Cette information qui vient de tomber. Rappelez-vous le suicide de Lucas. On a beaucoup parlé du harcèlement ces derniers jours. Le suicide de Lucas, 13 ans, qui avait ému la France, c'était le 7 janvier dernier. Les 4 collégiens qui étaient poursuivis viennent d'être reconnus coupables pour le harcèlement, mais pas pour le suicide. Rappelez-nous l'affaire, Félix Mathieu. Oui, pas de lien de causalité entre ces faits de harcèlement scolaire et le geste désespéré de Lucas. C'est ce que vient de trancher le tribunal pour enfants d'Épinal. Il prononce des mesures éducatives provisoires en attendant l'audience qui va fixer leurs sanctions en janvier de l'année prochaine. Les 4 collégiens de Golbet dans les Vosges risquent jusqu'à 18 mois de prison pour ce harcèlement. La famille avait notamment évoqué des faits de harcèlement, des remarques homophobes. La peine encourue aurait été beaucoup plus importante que ces 18 mois si le tribunal les avait reconnus coupables de harcèlement scolaire ayant entraîné le suicide. Ils auraient alors risqué jusqu'à 5 ans de prison. Le parquet avait contredit ses propres conclusions de la fin de l'enquête en requérant finalement pas de reconnaissance du harcèlement comme étant la cause principale du suicide. Le tribunal pour enfants est donc allé dans son sens en ne reconnaissant pas ce lien de causalité. La mère de Lucas se dit tout de même soulagée ce matin de voir son fils reconnu comme victime. Mais pour autant, du côté des parents des 4 collégiens, 2 filles et 2 garçons, on réclamait plutôt la relaxe. Alors les avocats de ces 4 collégiens disent ce matin envisager de faire appel pour demander carrément une relaxe. Évidemment. Évidemment. Il est 10h51. Vous savez qu'entre 11h et midi, nous allons débattre autour de l'Ukraine parce que ça se précise, semble-t-il. L'offensive ukrainienne a-t-elle commencé? Oui, dit la Russie. Non, dit l'Ukraine. Une Ukraine forte est-elle une garantie pour la paix? C'est la question que je vais poser et c'est le débat que nous allons ouvrir entre 11h et midi. Anthony Blinken le dit, qui est Anthony Blinken, le secrétaire d'État américain, le patron de la diplomatie américaine. Il dit qu'une Ukraine forte est une garantie pour la paix. Qu'en pensez-vous? Allez-y. En attendant, nous sommes avec Édouard Babel, le maire de Manières. Édouard Babel, bonjour. Oui, bonjour. Merci d'être avec nous. 300 habitants à Manières, pas très loin de Lunéville. Oui, 320 habitants, une petite commune rurale à 20 km de Lunéville, dans le sud du département de Meurthe-et-Moselle. Une commune tranquille, Édouard Babel. Tranquille, voilà, oui, le petit calme de la ruralité française, oui, qui est d'habitude tranquille. Qui est d'habitude tranquille. Mais samedi soir, la salle municipale a été louée par un groupe de jeunes extérieurs au village pour une soirée. À 22h, vous êtes alerté par les habitants. Vous êtes alerté pourquoi? Je suis alerté par le niveau sonore de la musique, qui était vraiment plus qu'excessif. Donc on a fait baisser le son. Oui. Et je pensais que la soirée allait après se dérouler sans problème, quoi. Sachant que j'habite juste en face de la salle des fêtes, donc je suis un peu aux premières loges pour entre guillemets surveiller quand ça se passe pas bien. Et sauf que ça a plutôt dégénéré vers 2h30 du matin, quoi. Alors, 2h30, ça a dégénéré. Bagarre entre une vingtaine de jeunes. Quel âge ces jeunes? Oui. Quel âge? Ils avaient entre 16 et 20, 21 ans à peu près. Ouais. Alors vous avez vu ça puisque vous habitez en face, vous avez assisté à tout, vous appelez la gendarmerie, mais vous êtes inquiet des dégradations possibles. J'avais peur pour ma salle et naturellement, en attendant que la gendarmerie arrive, accompagné d'un de mes amis, je me suis rendu à la salle pour notifier aux locataires qu'on allait interrompre la soirée et qu'il fallait que tout le monde sorte car ça dégénérait trop. Et là, vous avez pris une gifle. Et voilà, et avec une grande stupéfaction, tout d'un coup, j'ai pris une gifle juste à l'entrée par un individu qui était fortement alcoolisé. Et là, je me suis dit, là, ça dégénère, ils veulent s'en prendre à moi. Il faut que je reparte chez moi, me mette à l'abri en attendant que la gendarmerie arrive. Et donc, je suis sorti. Sauf qu'arrivé dans la rue, il y a un groupe qui a commencé à me courir après. Et j'y étais allé vraiment en mode décontracté, en short claquette. Et donc, en claquette, on court pas bien vite. Et ils m'ont vite rattrapé pour me mettre au sol et me donner des coups au sol.
moi, je me suis mis en position de défense pour me protéger au moins la tête, la nuque. Et donc ça a été très très vite, mais le temps qu'ils me couraient après, ils avaient une telle détermination à me faire du mal que je sentais. J'ai eu la peur de ma vie. J'ai cru qu'ils allaient me tuer. Et heureusement que mon ami, qui est assez imposant, est arrivé assez vite pour les faire fuir. Et moi, en même temps, de mon côté, j'ai fait le mort sur la route. Je bougeais plus et tout. Et tout d'un coup, il y a un individu qui a crié « il est mort », et je pense que ça les a effrayés. Et du coup, ils se sont vite dispersés avant que la gendarmerie arrive, du coup. Incroyable, vous avez été transféré à l'hôpital de Lunéville, vous avez subi plusieurs examens, bon ça va mieux, hein. Vous avez des contusions, mais moralement c'est... Des contusions, des hématomes, mais je vous dis, je reste encore choqué par la violence des faits et la violence gratuite, quoi. Je leur avais rien fait, c'est vraiment une violence gratuite. C'est incompréhensible, complètement incompréhensible. Est-ce qu'ils savaient que vous étiez le maire du village ? Oui, bien naturellement, hein, en arrivant dans la salle, je me suis présenté comme étant le maire du village. Et bien que c'est pas moi qui gère la location de salle, hein, c'est un de mes conseillers. Mais il y a des problèmes, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, c'est toujours le maire dans les petites communes qui intervient. Évidemment. Souvent. Mais dans tous les cas, vous ne louerez plus jamais à des jeunes venus d'ailleurs, quoi. Non, voilà. Une des premières décisions qu'on va prendre, pas plus tard que vendredi prochain au conseil municipal, je vais proposer une délibération qui permet de plus louer la salle aux habitants extérieurs et vraiment louer la salle qu'aux habitants du village et associations locales. C'est malheureux pour les gens qui sont honnêtes, qui nous la prenaient des villages aux alentours. Mais voilà, ça va être une des premières mesures qu'on va prendre, quoi. Bah évidemment. Évidemment. Et vous n'allez pas démissionner, Edouard Babel? Non, je reste toujours motivé, puisque j'aime vraiment bien ce que je fais. J'adore ma fonction de maire, surtout dans une petite commune comme la nôtre, hein, où la fonction, je pense, est complètement différente par rapport à une ville, hein. Parce qu'on est toujours, nous, en première ligne. Il faut qu'on gère un peu près tout. Oui, enfin, néanmoins, il n'y a plus aucun respect, quoi. C'est ça le gros problème. Il y a un manque total de respect envers les élus, envers les forces publiques aussi, hein, parce que et ça, c'est vraiment navrant, quoi. Vraiment. Merci Edouard Babel pour votre témoignage, hein. Merci. C'est moi qui vous remercie. Non, mais je vous en prie. Bien. Je vous en prie, merci. C'est l'illustration même de la situation, d'une forme de décivilisation. C'est le mot employé par Emmanuel Macron. Qu'en pensez-vous? 0826 300 300, 10h57. Jean-Jacques Bourdin. Bien, nous allons parler de l'Ukraine, débat autour de l'Ukraine et la Russie. Je pense que il est temps d'organiser ce débat. Ça fait un petit moment, j'en ai organisé déjà plusieurs ici, vous le savez, entre 11h et midi, mais je crois qu'aujourd'hui, l'actualité nous guide et l'actualité nous commande d'organiser ce débat. Pourquoi? Eh bien, parce que ça semble se préciser. La Russie a affirmé avoir repoussé une offensive de grande envergure lancée par Kiev hier dimanche. Les Ukrainiens disent c'est faux. Nous n'avons lancé aucune grande offensive de grande envergure. On ne sait pas qui dit la vérité, comme toujours, attention, hein. Vous savez que ma prudence sur ce conflit, c'est aussi une guerre de communication entre l'Ukraine et la Russie, donc pour savoir exactement qui dit vrai, ce n'est pas facile. Néanmoins, nous allons nous poser une question, nous allons aller un peu plus loin, nous poser une question sur la base d'une déclaration d'Anthony Blinken. Anthony Blinken, c'est le chef de la diplomatie américaine. C'était vendredi. Qu'a dit Anthony Blinken? Il a dit: continuer à armer et renforcer l'Ukraine est la seule voie pour atteindre une vraie paix. La guerre d'agression de Vladimir Poutine a été un échec stratégique, diminuant la puissance militaire, économique et diplomatique de la Russie. Voilà ce qu'a déclaré Anthony Blinken. Alors je pose la question et j'ouvre le débat. Est-ce que continuer à armer et renforcer l'Ukraine est la seule voie pour atteindre une vraie paix? Est-ce qu'un statu quo
à contrario, un statu quo sur la situation d'aujourd'hui, un statu quo militaire permettrait de garantir une paix durable. C'est une question subsidiaire. Pour parler de tout cela, nous avons deux invités. Le colonel Père de Jong, ancien aide de camp de François Mitterrand et de Jacques Chirac, fondateur de l'Institut Thémis, auteur de Agir entre les lignes aux éditions Mareuil. Bonjour. Et pour parler aussi de l'Ukraine, Mériadec, et de la Russie, Raffray, qui est journaliste spécialiste des questions de défense et des questions internationales. Bonjour. Bonjour. Alors, est-ce que vous êtes d'accord avec moi? Pour l'instant, on ne peut rien dire sur cette offensive. Volodymyr Zelensky a dit samedi, il a affirmé que les préparations en vue de la contre-offensive étaient prêtes. Il y a eu ces affirmations russes, il y a eu ces démentis ukrainiens ces dernières heures. On ne peut pas en dire plus, Père de Jong? Non, on ne peut pas en dire plus. Pourquoi? Parce qu'en fait, Zelensky a dit exactement l'inverse il y a 3 semaines, où il a annoncé Urbi et Orbi qu'il n'était pas prêt. Ça, c'est le premier point, c'est l'aspect politique. Maintenant, il y a un aspect militaire, c'est de faire le bilan des forces. Qu'est-ce qu'ils ont reçu? On voit bien qu'il leur manque des avions, ils n'ont pas les F-16, donc déjà... mener une contre-offensive sans avion, c'est relativement compliqué. Deuxième point, les blindés lourds, on ne sait pas combien de léopards sont arrivés, même s'il y en avait 100. Même s'il y avait 100 léopards, c'est pas mal, mais les Abrams ne sont pas arrivés. Donc encore une fois, je ne pense pas que l'état des forces actuelles de l'Ukraine leur permette aujourd'hui de percer le front et de mener une grande offensive en direction de l'Est. Dans tous les cas, il y a une guerre, évidemment, comme toujours depuis février 2022, il y a une guerre de communication entre la Russie et l'Ukraine qui, elle, se poursuit. Oui, en fait, Vous êtes d'accord ? Complètement d'accord. On est au cœur de la stratégie d'information ou de désinformation, qui est une stratégie qui est véritablement poussée à son extrême depuis le début de la guerre. On a là aujourd'hui, de manière vivante et évolutive, ce qu'on peut faire de mieux, je ne sais pas, mais en tout cas d'extrême en matière d'information et de désinformation. Et alors, je rebondis sur ce que disait le colonel Père de Jong. En fait, tous les analystes se posent la question de savoir quel est l'état des forces actuelles chez les Ukrainiens. Est-ce qu'ils ont effectivement suffisamment de matériel à la fois pour pouvoir continuer à résister à l'artillerie russe, d'une part, et d'autre part, et c'est la vraie question, est-ce qu'ils ont suffisamment de matériel, de moyens, de capacités pour pouvoir peut-être percer si leur tentative qui recommence de tester le front russe s'avérait positive. Là, on voit bien que depuis quand même 48 heures, le front s'est allumé sur une ligne entre Zaporijia, c'est-à-dire sur le Dniepr, et Donetsk. Mais Zaporijia, c'est pas le front, hein. C'est le front, c'est pas le front exact. Non, vous avez raison, c'est le front au sud de Zaporijia, mais c'est pour que les auditeurs s'y retrouvent. D'accord. Voilà. Ça, c'est au sud du Donbass. Voilà. Hein, et là, sur cette ligne-là, je sais pas, ça fait à peu près 150-200 km, quelque chose comme ça. Oui. Vous avez aujourd'hui 5 ou 6 points sur lesquels les Ukrainiens tentent ils testent le dispositif russe. Oui. Ça, c'est une première chose depuis 48 heures là. 48 heures. Voilà. Oui. Et d'autre part, et ça depuis quelques jours déjà maintenant, on le voit bien, de l'autre côté du front, au nord-est, les Ukrainiens au nord du Donbass. Voilà, les Ukrainiens ont habilement d'ailleurs essayé d'étendre les lignes russes, de forcer les Russes à remonter vers le nord pour fragiliser leur ligne, et ils essayent de percer du côté de Belgorod. Voilà. Donc on voit bien Belgorod, c'est en Russie, il faut bien savoir. Voilà. Ce sont des Russes qui sont opposés, nationalistes, très nationalistes, je voudrais le préciser, qui sont opposés à Vladimir Poutine, qui sont poussés, c'est en liaison évidemment avec les Ukrainiens, qui font des incursions en territoire russe, d'ailleurs incursions condamnées par les États-Unis, qui ne veulent pas que... pas condamnées. Ils ne soutiennent pas. Ils ne soutiennent pas. C'est pas le mot. Vous avez raison, Père de Jong. Ce qui veut dire qu'ils n'ont pas condamné. Mais en même temps, je pense qu'ils subissent la situation, parce que quelque part, je crois encore une fois que les Ukrainiens et Zelensky, si vous voulez, il anime le paysage. Pourquoi il anime le paysage? Ça fait à peu près 1 an, si vous voulez, qu'il fait le tour de toutes les capitales mondiales en réclamant du matériel. Aujourd'hui, après certaines réticences des uns et des autres, il finit par avoir une espèce de flux qui s'est mis en route.
il a un premier problème, c'est que le flux n'est pas suffisamment important et il a probablement pas le nombre de blindés, nombre d'avions, nombre de canons qu'il souhaitait avoir. Ça, c'est le premier point. Le deuxième point, à force de dire qu'on fait une contre-offensive, il faut bien qu'elle ait lieu. Le problème, c'est que la fenêtre de tir des Ukrainiens est très courte, puisque le printemps est passé, l'automne, il va tomber, ça va tomber comme à Gravelotte, je parle de la pluie, évidemment. Donc il a une fenêtre de tir qui va durer 3 mois. Et donc, il faut qu'il y aille. Et qu'est-ce qu'il doit faire? Il peut pas y aller. Donc, qu'est-ce qu'il fait aujourd'hui? Il fait de l'animation de paysage, en termes de communication, en expliquant une série de trucs. Et puis en menant cette opération complètement étrange, comme quelque part. Étrange, oui. Sidérante, même, avec un millier d'hommes, parce qu'il y a 3 groupes de 300 à peu près, pour faire court, très nationalistes, comme vous dites, pour pas dire très extrémistes, quand même. Très extrémistes, en tout cas, l'un des 3 est quand même assez gratiné. On parle même quand même de Polonais dans le système. Il y aurait des Polonais. Varsovie, hier, a dit, mais non, pas du tout, jamais, etc. Mais c'est quoi le mensonge? Où est la vérité? Et puis, qu'est-ce qu'ils vont faire à Belgorod, qui est en Russie? Si vous voulez énerver les Russes, allez là. Est-ce que c'est une diversion? Moi je pense que c'est une diversion pour peut-être pousser les Russes à faire remonter certaines troupes, parce que les Russes là-bas dans la région de Belgorod sont obligés d'engager une défense aérienne, de l'artillerie et des troupes. Donc. Bon, pour moi ça a 2 effets. Le premier, il est stratégique, on anime le paysage, mais c'est quand même une forme d'humiliation pour les Russes qui sont obligés aujourd'hui de subir le feu sur leur territoire. Donc politiquement et de manière en matière de propagande, c'est une humiliation pour les Russes. Elle est symbolique, mais elle est réelle. Et d'autre part, effectivement, je pense que militairement, peut-être que le colonel dira autre chose, moi je pense que les Ukrainiens essayent d'étendre ce front, qu'à l'automne, les Russes ne tenaient pas suffisamment serré, et ce qui leur a valu d'être débordés, notamment dans la région du sud de Kharkiv. Entre nous, militairement, c'est plutôt symbolique. Ça n'a pas d'impact, colonel De Jong. Il n'y a aucun impact. Par contre, politiquement, c'est un ébranlement. Voilà. Ça touche directement tout le discours de Poutine, du gouverneur, de tout le système russe, qui aujourd'hui disait la mère patrie, etc., etc. Donc là, on est sur un modèle qui est, à mon avis, pas du tout prévu. Et on le voit très bien. Pourquoi? Évacuation des populations. Et on est dans le territoire russe. Belgorod est à 20 km de la frontière. Il évacue les populations. 2, on commence à ramener des hélicoptères, des troupes de tous les côtés, etc. 3, Kadyrov avec ses Tchétchènes et Prigojine avec Wagner annoncent Urbi et Orbi qui sont même en concurrence pour éventuellement reprendre Belgorod. Donc ça veut dire on va reprendre Belgorod. Ça veut dire que la ville a été perdue. Donc le problème, c'est que les messages qu'on reçoit sont des messages extrêmement troublants, avec un impact militaire extrêmement faible, mais en même temps avec un impact politique colossal. Oui, je me méfie des déclarations de Prigojine et Kadyrov, parce que les deux ont tout intérêt à exister, évidemment, et chacun dans son rôle. Oui, moi je ne me méfie pas du gouverneur de Belgorod, qui a eu une prise de position extrêmement... c'est le gouverneur, c'est très inquiète, en disant, écoutez, voilà, on évacue la population. Vous voyez, il était dans un... le body language existe, et il était sur un modèle extrêmement, je dirais, attentiste et plutôt... Alors je vais revenir à ma question. Continuer à armer et renforcer l'Ukraine, est-ce la seule voie pour atteindre une vraie paix? C'est ce que dit Anthony Blinken. Vous allez me donner votre avis dans un instant. Nous avons fait un état des lieux, dressé un état des lieux. Maintenant, nous allons réfléchir à ce qu'a dit Blinken. Et puis la suite, il est 11h13. À tout de suite. Jean-Jacques Bourdin. Il est 11h17. Alors je vous pose la question à tous les deux. Continuer à armer et renforcer l'Ukraine, est-ce la seule voie pour atteindre une vraie paix? Colonel De Jong. Alors pour les Américains, oui. Pourquoi? Parce que l'opération est parfaitement lucrative. Je veux dire que l'industrie d'armement américaine fonctionne à mort. Ils ont investi globalement sur les 100 milliards qui ont été donnés. En gros, plus de la moitié ont été donnés par les Américains. C'est du matériel. Donc ça fait fonctionner le système. Donc, le premier point. Deuxième point, les Américains ont bien évidemment intérêt à avoir un conflit qui dure. En tout cas, un certain temps. Pourquoi? Ça affaiblit en même temps, ça affaiblit les Russes. Ça, c'était un objectif qui était en tête depuis déjà de nombreuses années. Le deuxième point, ça occupe les Européens, parce que ça a durci l'OTAN. L'OTAN s'est ressoudée. Donc la manifestation du leadership, si vous voulez, américain, elle est très claire grâce à l'OTAN qui se restructure. La France, on est rentré dans le créneau, puisqu'on n'avait pas trop le choix, parce qu'on était dedans. Deuxième point. Puis troisième point, ils se disent quelque part que c'est assez intéressant, parce qu'en fin de compte, ils vont peut-être, ils vont s'intéresser à la Chine au moment venu. Vous avez vu, il y a des tensions en mer de Chine et autour de Taïwan depuis 2-3 jours. Et puis, moi, je vois très bien une espèce de front chaud qui se terminerait par un service après-vente dirigé par des Européens. Les Européens finiront par gérer ça. Donc le problème, encore
une fois, on voit bien que un des acteurs principaux, qui sont les États-Unis, sont plutôt sur un modèle, on laisse faire. On voit qu'il n'appuie pas. C'est le paradoxe de la position, mais il laisse faire une espèce de fil récurrent, disant on verra bien. Rappelez-vous ce qu'on dit tout à l'heure sur Belgorod, ils ne condamnent pas, mais ils ne soutiennent pas. C'est vrai. Myriad Crafray. Je voudrais apporter une nuance des États-Unis. Oui. Je pense qu'aux États-Unis, il y a un débat de plus en plus important entre ceux qui pensent qu'il faut arrêter les frais et ceux qui pensent qu'il faut continuer. Blinken est un faucon. Il fait partie vraiment du clan des faucons néoconservateurs à la Maison-Blanche. Blinken est pour, comment dirais-je, neutraliser au maximum la Russie. Donc c'est cette voie-là. Mais vous avez de l'autre côté, en particulier la voie du Pentagone, la voie des militaires qui sont très partagés par la situation. Je pense qu'ils comprennent que les rapports de force sont relativement équivalents, sauf à ce qui se passe des choses dans les semaines qui viennent, et qu'en réalité, c'est ce qu'a dit d'ailleurs le général Mark Milley, qui est le patron de l'armée américaine, dans un interview très intéressant qu'il a donné à Foreign Affairs début mai. Il a dit « Personne n'est capable de savoir si l'offensive va être un succès, un demi-succès, voire même un échec, que ce soit l'offensive des Ukrainiens, que ce soit l'offensive des Russes. » Et lui, dit-il, parie pour un jeu en quelque sorte à somme nulle, c'est-à-dire un affrontement qui se continue façon guerre de Corée, si vous voulez. Oui. Et il rappelle à la fin de dans un long entretien à la fin de son discours, il rappelle que le problème d'un point de vue stratégique, c'est qu'aujourd'hui les Chinois parlent russe et que le problème pour les Américains, c'est qu'ils n'ont plus, comme pendant la guerre froide, un seul concurrent qui est l'Union soviétique, mais ils se retrouvent face à deux concurrents, qui est la Russie d'une part, la Chine de l'autre, et que le risque pour eux serait que les deux se parlent vraiment. Avec un élément qu'il faut prendre en compte, c'est que la Chine, économiquement, semble aujourd'hui fragilisée. Attention, il n'y a pas la reprise économique attendue après le Covid. Le Covid a été complètement raté par les Chinois. Et d'ailleurs, il n'y a qu'à regarder la demande en pétrole, ce qui explique la baisse des coûts. Les Chinois ont moins besoin de pétrole parce que leur économie n'est pas vraiment repartie. Mais je voulais poser une question subsidiaire. Est-ce qu'un arrêt négocié des hostilités serait une garantie de paix ? Aujourd'hui, sur les frontières d'aujourd'hui. Aujourd'hui, je pense que non. Mais c'est pas le débat aujourd'hui. Je pense qu'aujourd'hui, les Ukrainiens, pour eux, c'est hors de question. Ils sont pas sur ce modèle-là. Et les Russes, aujourd'hui, alors moi, je sentirais les Russes plutôt attentistes. Pourquoi ? Parce qu'on voit bien que militairement, les Ukrainiens sont plutôt sur un mode offensif, donc ils veulent reprendre l'initiative. Ça, c'est un avantage. Ils auront des pertes. Et on voit bien que les Russes, depuis quelques mois, sont plutôt sur un modèle défensif. Quand vous êtes sur un modèle défensif, vous êtes plutôt sur un modèle en attente, en disant, on va voir ce qui se passe. Donc je crois qu'aujourd'hui, la négociation, la diplomatie n'est pas rentrée en lice. On le verra assez rapidement, dans deux moments. Premier moment, ça va être en juillet, avec le sommet France-Afrique, Russie-Afrique, qui aura lieu à Saint-Pétersbourg fin juillet. Et puis le grand sommet des BRICS, qui aura lieu à Durban au mois d'août. Là, il peut y avoir une grande redistribution des rapports de force et des rôles. Et on verra à ce moment-là, en septembre, à l'automne, avec l'offensive ukrainienne potentielle, point d'interrogation, et les événements politiques dont je viens de parler, on verra ce qui se passera. Mais pour garantir la paix, est-ce qu'il faut construire une Ukraine forte, capable de dissuader, de se défendre en cas de future agression, ou pas ? Je voudrais juste... la question est compliquée. Ma question est compliquée. Mais... Je voudrais juste continuer ce que disait le colonel Dejon. Allez-y. En fait... il y a deux camps dans cette affaire-là. Si on regarde les forces stratégiques, il y a le camp occidental qui, visiblement, souhaite donner une chance supplémentaire aux Ukrainiens de prouver qu'ils sont capables, peut-être, de repousser les Russes, donc d'humilier les Russes et de leur infliger une perte militaire supplémentaire. Et c'est pour ça qu'aujourd'hui, tout le monde parie sur l'offensive, en particulier les Européens, d'ailleurs de manière un peu, à mon avis, inconsidérée. Et d'autre part, vous avez une multiplication de plans de paix qui sont mis sur la table. Vous aviez au printemps dernier celui de la Turquie. Vous avez aujourd'hui l'émissaire chinois qui a fait le tour des capitales occidentales en passant par la Russie qui pour l'instant n'a pas donné grand-chose. Vous avez récemment l'Afrique du Sud qui a proposé un plan de paix qui a été validé ou soutenu par plusieurs États africains. Et donc vous avez un hémisphère occidental qui est plutôt il faut continuer la guerre parce qu'a priori il parie sur la défaite des Russes. Ça reste à prouver. Et vous avez plutôt un hémisphère asiatico avec le Sud, qui lui veut
arrêter les frais parce qu'ils considèrent que c'est une guerre entre les Américains et les Russes et qui ne les intéresse pas et qui leur fait du mal, évidemment. Voilà, donc on a ça d'un point de vue stratégique. Mais là où je rejoins le colonel Dejon, c'est qu'en fait, aujourd'hui, même les Russes n'ont pas intérêt à signer la paix sur la ligne de cessez-le-feu, puisqu'ils auraient une armée russe hyper forte de l'autre côté de la ligne. Et donc ce serait la meilleure garantie pour une reprise d'une offensive dans les mois qui viennent. Donc tant que le rapport de force ne sera pas davantage éclairci dans le Donbass... Alors que je me souviens, je vous ai coupé, alors je me souviens au mois de février, quand l'offensive russe a commencé, quelques semaines après, tout le monde disait ça y est, la paix va être construite, ça va être rapide et tout, on va trouver une solution aujourd'hui. Aujourd'hui, tout le monde pense, vous aussi, messieurs, que le conflit va durer. Vous savez, il y a une phrase absolument incroyable qui est sortie il y a quelques jours en Ukraine, qui disait, avant on pensait que la Russie était la deuxième armée au monde, aujourd'hui on sait que c'est la deuxième armée en Ukraine. Ça veut dire que cette guerre a révélé quand même une formidable faiblesse russe, une faiblesse, je dirais, d'organisation, une faiblesse en matériel, une faiblesse en doctrine, une faiblesse en moyens, une faiblesse en hommes. Enfin, c'est incroyable. Qui aurait pu penser que la Russie en serait là? Ça, c'est le premier point. Le deuxième point, c'est les problèmes de matériel qui sont livrés. Le problème, c'est que les Européens n'ont pas trop le choix. On est engagé dans la seringue, il faudra bien qu'on en sorte d'un moment à un autre, puisqu'en fait, on est parti sur un modèle de livraison. Et qui donne le tempo? Les Américains. Pourquoi? Parce qu'il y a deux matériels qui ne sont pas encore arrivés. Le F-16 en 3-4 mois, ce qui veut dire 3-4 mois, ça veut dire que c'est l'automne, ça veut dire qu'il n'y aura pas de contre-offensive, ou bien les Abrams qui vont arriver potentiellement, on ne sait pas quand. Donc, ce qui veut dire que les matériels lourds majeurs américains ne sont pas encore arrivés. Les Américains n'ont donné que du matériel défensif, les Patriotes, etc. etc. Tout ce qu'offensif n'a pas été donné. Donc, on est sur un modèle où les Européens sont plutôt allants sur une offensive ukrainienne en disant débarrassons-nous du problème. Il faut que ça avance pour que Le problème, c'est, imaginons l'été prochain où il soit rien passé. Moi, je me dis, c'est potentiellement possible. Il y en a pour un an de plus. Exactement. Alors, je pense qu'il y a... Oui. Pardonnez-moi. Allez-y. Il y a deux paramètres qui méritent d'être juste développés 2 secondes, si vous me le permettez. Allez-y. Le premier, c'est que les élections américaines ont lieu en 2024. Exact. Que les républicains, aujourd'hui, après avoir effectivement été assez partagés, sont plutôt sur une ligne à quoi sert-il de continuer à alimenter en dollars le front ukrainien alors qu'il se passe aujourd'hui pas grand-chose, encore aujourd'hui. Ça, c'est la première chose. Donc, on voit bien que le curseur républicain est en train plutôt d'aller du côté de Trump qui dit « Moi, quand je serai élu, en un coup de cuillère à peau, l'affaire sera réglée, on fera la paix. » Enfin, ça, c'est de la vantardise. Voilà, exactement. Ça, c'est le premier critère. Et j'ai oublié le deuxième, ça va revenir. Ah bon, si vous l'avez oublié, réfléchissez, vous allez... Voilà. Ça va revenir, mais j'en suis absolument certain, ça va revenir. Bon, aujourd'hui, c'est figé. Militairement, c'est figé. Diplomatiquement, c'est figé. C'est vrai, vous l'avez rappelé, il y a des quantités de plans de paix, même le plan brésilien. Le plan Lula qui va bientôt venir en France, d'ailleurs, en visite officielle. J'imagine qu'avec Emmanuel Macron, ils vont parler de l'Ukraine. Oui, le plan. Je remarque quand même que l'Ukraine a toujours affirmé et réaffirmé sa volonté de récupérer la Crimée, mais les Américains, là, sont pas tout à fait d'accord avec cela. Alors, il y a eu un débat, en fait, c'était progressif. Il y a quelques mois, justement, Maillet, le chef d'état-major, disait très clairement que c'était impossible. Depuis quelques semaines, il dit, pourquoi pas? Enfin, mais en fait, personne n'en sait rien, c'est tout le problème. Pourquoi? Parce que c'est vrai qu'aujourd'hui, il y a un front qui est stabilisé, mais la guerre continue. Les opérations de part et d'autre sont très importantes. Je prends un exemple concret du côté ukrainien. Ils bombardent systématiquement la frontière, la partie Donbass, etc., la frontière, Bakhmout, etc., avec des petites contre-attaques, pas contre-offensives, contre-attaques, etc. Premier point. Le deuxième point, vous avez des opérations qui sont mises sur Belgorod avec des unités un peu particulières, fantômes, qui sortent de je sais pas où. Mais c'est quand même des unités qui viennent d'Ukraine. Ils viennent pas de la planète Mars. Donc, ils viennent d'Ukraine. Et troisième opération, toutes ces opérations avec les drones qu'on voit autour du Kremlin, rappelez-vous, le 2 et 3 mai, etc., sans arrêt. Donc, on voit bien qu'il se passe des choses chez les Russes. Et puis, même chose chez les Ukrainiens, qui se font bombarder quasiment tous les jours par des missiles massifs. Non, mais la guerre continue. La semaine dernière, tous les jours, l'Ukraine a reçu une volée de missiles et de drones. C'est impressionnant. Mais la guerre continue, c'est vrai. On a l'impression de l'oublier, évidemment. Le front est stable, mais le front est stable. Certains experts répétaient en boucle, notamment sur les plateaux de LCI, que les Russes n'avaient plus un seul missile en magasin. Franchement, aujourd'hui, ils sont totalement ridicules. Donc, soyons prudents. Mais soyons prudents sur tout ce qui se dit autour de cette guerre en Ukraine. Soyons prudents, évidemment. Il est 11h28. Merci, à tout de suite. Jean-Jacques Bourdin. Bien.
question que tout le monde se pose, autre question, est-ce qu'il y a aujourd'hui un risque d'escalade? Puisque le front est figé, il y a... c'est vrai, des contre-attaques. On ne va pas parler d'offensive, encore une fois, parce qu'on ne l'a pas vu venir. Offensive, contre-offensive. Mais il y a des attaques, des contre-attaques. Est-ce que, au-delà de la chose militaire, est-ce qu'il y a un risque d'escalade dans le monde, escalade militaire aujourd'hui? Écoutez, je pense que quand deux armées se font face, comme elles se font face au Donbass, et que l'Ukraine, en l'occurrence, joue la carte de la guerre d'escarmouche moderne, pour employer une expression traditionnelle, il y a des dizaines d'avions qui volent dans le ciel aujourd'hui de l'Europe de l'Est. Il y a des drones en mer, sous l'eau, qui vont chercher les bateaux russes. Donc il y a forcément, des risques de frottement. Moi, je pense que un certain nombre d'acteurs ont intérêt à faire monter la sauce, comme on dit, mais qu'aujourd'hui, du point de vue du côté occidental, les Américains sont quand même très présents pour éviter cette escalade. C'est une chose. Et je pense que les Russes sont finalement assez rationnels. Assez rationnels. Oui. En revanche, on voit bien que... à l'extérieur de ce conflit, en particulier en mer de Chine, dans le détroit de Taïwan, les tensions sont de plus en plus importantes entre notamment l'armée chinoise et les forces armées américaines. On a eu récemment, dans ces 10 derniers jours, 2 exemples de frottements, comme disent les militaires, assez inquiétants. D'une part, un avion chinois qui est allé frotter d'un peu près un avion militaire américain au-dessus de la mer de Chine. Et là, ce week-end, on a eu une frégate chinoise qui a coupé délibérément la route à une frégate américaine dans le détroit de Taïwan. On est passé à 2 doigts peut-être d'un problème, d'un incident naval. Vous savez qu'en mer, les choses vont encore plus vite que sur terre, voire même dans les ciels. Et il y avait ce week-end un grand, une grande réunion de toutes les puissances asiatiques et pacifiques à Singapour. On appelait ça le dialogue de Shangri-La. Et les gens qui reviennent de ce dialogue, à qui j'ai parlé de très haut niveau, m'ont confié qu'ils avaient été frappés en fait par la posture d'agressivité des autorités chinoises de très haut niveau et une espèce de dialogue de sourds entre les Chinois et les Américains lors de cette conférence où normalement, logiquement, les gens essayent de se parler un peu. Donc on sent quand même que la Chine qui a décidé de jouer un vrai rôle sur la scène internationale d'un point de vue diplomatique et stratégique, semble aussi vouloir, avoir une posture plus agressive. Je vous renvoie aux déclarations qu'avait faites l'ambassadeur de Chine à Paris, chez votre confrère de LCI, il y a quelques semaines. Moi, je pense que l'ambassadeur n'avait absolument pas dérapé, qu'il représente cette nouvelle vague de diplomates et de dirigeants chinois qui sont assez décomplexés vis-à-vis des États-Unis. Pierre de Jong, vous êtes d'accord ou pas? Bien sûr, à 100%, évidemment, c'est dans le mille. Il y a la partie russe et la partie mondiale. Mais ce qui est intéressant, c'est de voir, c'est que lorsqu'on fait encore une focale arrière un peu plus importante, qu'est-ce qu'on voit? On voit d'abord, que l'Occident a perdu ce qu'on appelle le monopole de la puissance. Premier point. Le deuxième point, avant, on était sur un mode bilatéral, sur un mode binaire. Binaire. Totalement. Bon, c'était pratique. Bipolaire. Aujourd'hui, on a 3 acteurs principaux. Le problème, 2 très grands acteurs qui sont la Chine et la Russie, qui parlent entre eux. Et moi, je suis intimement convaincu que pour les Chinois, c'est le moment. C'est l'heure. C'est l'heure du leadership. C'est l'heure de la revanche, suite aux traités inégaux, la guerre de l'opium, etc., etc. Il y a une espèce dans l'inconscient collectif chinois, si vous voulez, c'est l'Alsace-Lorraine quelque part. On arrête de reculer et les Américains nous embêtent en ayant créé ce bouchon. Parce que le problème, les Américains, ils ont réussi leur grande guerre patriotique. Parce que la guerre du Pacifique, ils ont eu un paquet de morts. Ils ont été bombardés le Japon, etc. Donc pour eux, c'est leur Mare Nostrum. Et donc, il y a la 7e flotte qui est basée massivement présent. 2, ils ont pas des rapports, des alliances avec les pays de l'ASEAN, Association des Nations d'Asie du Sud-Est. Et puis 3, des alliances extrêmement solides avec la Corée du Sud, avec Taïwan et bien sûr le Japon. Donc on voit bien que cet environnement est complètement bloquant pour la Chine, qui, elle, réclame un leadership mondial. Et elle ne peut pas aller dans le Pacifique, puisque la 7e flotte le barre, avec tout le système, dont Taïwan. Donc la seule possibilité qu'ils aient, c'est pour aller dans le Sud. Et qu'est-ce qu'on voit? Ils utilisent les problèmes d'éperonnage, ça s'appelle comme ça, ils cherchent à éperonner les bateaux, ils le font en mer de Chine depuis 20 ans.
Ils le font avec la marine des Philippines, la marine vietnamienne, etc. C'est une action qui, pour eux, est une action militaire non agressive. Oui. Donc on va créer un incident. À partir de l'incident, on va créer une communication, des événements, etc., etc. Et on va prendre le leadership. Un engrenage. Un engrenage, exactement. Et on contribue à faire le vide dans une mer qu'ils considèrent comme leur appartenant, alors que le droit maritime consacre la liberté des mers. Et je voudrais quand même ajouter une chose, c'est que de l'autre côté, à Washington, aujourd'hui, quand vous discutez avec des gens qui sont immergés au Congrès, au Pentagone, à la Maison-Blanche, ils vous disent, ils sont frappés par le syndrome du tout Chine. Ils disent, les Américains deviennent obsédés par la Chine. Je parle du microcosme politico-stratégique, je ne parle pas du business. Mais les gens qui travaillent à Washington aujourd'hui, les journalistes avec lesquels je suis en correspondance vous disent, nous sommes frappés par le fait que les Américains ne parlent plus que de la Chine. Mais d'ailleurs, Blinken, à la fin de son discours, a rappelé que c'était la Chine qui comptait, hein, voilà. À la limite. Mais c'est plus que l'Ukraine et la Russie. Bien sûr. C'est très intéressant parce qu'on voit que le départ d'Afghanistan en août 2021 a constitué pour les Américains une baisse de crédit dans le monde entier, perte d'influence. Bien sûr. Qu'est-ce qu'ils ont fait immédiatement? Donc c'était en août 2021, septembre 2021, ils créent l'AUKUS. L'AUKUS, qui est l'association avec l'Australie, la Grande-Bretagne et eux, visant militaire au passage, en mer de Chine, visant à contrecarrer l'expansion chinoise d'une façon ou d'une autre. Donc les Chinois ont très bien compris le message, qui est un message en disant, si vous rentrez dans notre zone d'influence naturelle anglo-saxonne, il se passera des choses. On voit bien qu'aujourd'hui, les Américains ont besoin également de créer cette tension pour rester crédibles, pour rester influents dans le monde entier. C'est toujours la même chose. Pourquoi? Parce que les Chinois parlent avec les Turcs, donc ça crée un môle d'influence extrêmement puissant. Il faut créer un contre-môle. Et les Américains ont besoin également de créer cette tension. Et grâce à ça, ils vont pouvoir avoir des budgets d'armement qui vont augmenter, rester influents, rester dominants. L'Asie du Sud-Est, aujourd'hui, elle hésite. Parce que culturellement, elle est proche de la Chine et économiquement, elle est proche des États-Unis. Donc c'est très compliqué à gérer. Oui, donc le monde change. 0826 300 300. Vous voulez intervenir, vous n'hésitez pas, vous appelez. Vous voulez dire quoi, Mériadec Raffray? Non, je voulais peut-être. Moi, vous êtes d'accord ou pas d'accord? Évidemment, Père de Jean connaît très bien l'Asie et il est stratège, donc je partage. Je voudrais simplement dire une chose. On peut s'interroger sur la volonté, la capacité de la Chine à faire une guerre, à entrer en guerre. C'est pas dans son logiciel. La Chine n'a jamais fait de guerre au-delà des mers. Première chose, mais tout le monde peut évoluer. La deuxième chose, la Chine réarme de manière considérable, mais entre posséder un porte-avions et être capable d'utiliser ce porte-avions de manière optimale, c'est le jour et la nuit, vous diront tous les marins du monde entier. Troisièmement, les Chinois sont des commerçants et les Chinois sont arrimés, c'est l'industrie, enfin c'est l'outil industriel du monde, et les Chinois sont évidemment arrimés au marché du monde qui est encore les États-Unis. Et enfin, il y a quand même, je voudrais revenir sur cette chose-là, il y a deux aujourd'hui facteurs qui sont pas aujourd'hui sur lesquels il y a un point d'interrogation majeur, c'est qu'est-ce qui va se passer en 2024 aux États-Unis? Est-ce que les républicains ou pas vont réussir à chasser Blinken, premièrement, et deuxièmement, qu'est-ce qui va se passer dans quelques mois lors des élections à Taïwan? Est-ce que c'est un furieux de l'indépendance qui va récupérer le gâteau, ou au contraire, est-ce que c'est un partisan, comment dirais-je, d'un modus vivendi avec la Chine qui va récupérer le gâteau? Juste une indication, les élites taïwanaises du business ont toute la majorité de leurs capitaux investis en Chine. En Chine, bien sûr. Oui, ça je sais, bien sûr. Bien sûr, ça. C'est vrai que deux élections, et la troisième moins importante, mais quand même, c'est l'élection russe l'année prochaine. Et les élections russes, vous avez tout à fait raison. Évidemment, en 2024 également, sauf que les élections russes auront lieu avant. Voilà. Donc l'année 2024 va être cruciale. Donc on peut faire l'hypothèse que le bras de fer militaire sur le terrain que ça ne bougera pas peut durer 2024. Quelques mois encore, avant que chaque acteur décide d'ouvrir la phase suivante. 2024, élection en Russie, élection à Taïwan, élection aux États-Unis. Donc essentiel. Et pendant ce temps-là, Jean-Jacques Bourdin, ça ne vous a pas échappé, le monde s'allume, s'embrase de toutes parts. Que ce soit des crises politiques, des crises militaires, le Soudan, le Sénégal depuis quelques jours est en feu. On va en parler à midi 5. Voilà, donc partout dans le monde aujourd'hui, vous avez des crises qui déstabilisent de plus en plus. Dans le monde aujourd'hui, impliquant un État. 56 conflits. Il est 11h40, il est midi moins 20, nouvelle pause, et on se retrouve dans un instant. Encore une fois, si vous voulez intervenir, vous n'hésitez pas. 0826 300 300. Jean-Jacques Bourdin. Il est 11h40.
11h43, nous parlons de la situation entre l'Ukraine et la Russie. On est à un point d'équilibre un peu instable en ce moment même. Mériadik Rafray est avec nous, journaliste spécialiste des questions de défense et des questions internationales, le colonel Per de Jong, qui est fondateur de l'Institut Thémis, auteur de Agir entre les lignes aux éditions Mareuil. Nous avons beaucoup parlé de la Chine, des États-Unis, de la Russie, de l'Ukraine, mais l'Europe et la France, quel rôle joue-t-on aujourd'hui? L'Europe a un rôle assez essentiel. Il y a un sommet européen, c'est à Vilnius. Alors, il y a un sommet européen à la fin du mois de juin, mais il y a surtout un sommet de l'OTAN. À l'OTAN. À Vilnius. À Vilnius, oui, c'est le sommet de l'OTAN. Je crois que c'est le 12 juillet prochain. Oui, oui. Et là, effectivement, il y a une discussion qui est sur la table chez les Européens et chez les Européens otaniens. Puisque Zelensky, le président Zelensky, demande incessamment, il redemande incessamment que l'OTAN l'intègre dans son bouclier. Vous savez, le fameux article 5. Si l'un des membres de l'OTAN est attaqué, alors l'ensemble des autres est susceptible de lui venir en aide. C'est pas automatique d'ailleurs, contrairement à ce que croient les gens. Et donc Zelensky, évidemment, qui lui est dans une posture de surenchère, on le comprend, demande à l'OTAN aujourd'hui de lui donner des garanties de sécurité, parmi lesquelles la première, la plus symbolique, c'est l'intégration de l'Ukraine à l'OTAN. Le président Macron, qui a été au sommet Globsec en fin de semaine dernière et surtout en Moldavie pour parler de communauté politique européenne, a expliqué, j'ai relu son discours avant de venir, il a une formule précise pour dire que l'OTAN non, mais qu'il allait falloir trouver quelque chose qui ressemble aux garanties que Washington donne à Israël vis-à-vis des pays arabes, c'est-à-dire créer une garantie qui n'existerait pas, une forme de garantie qui n'existerait pas, qui ne serait pas l'intégration à l'OTAN, parce que évidemment ce serait un énorme casus belli vis-à-vis des Russes, et qu'il faut absolument donner ces garanties. Et le président Macron, comment dirais-je, court après pour essayer de dépasser le train qu'il n'a pas pris au début du conflit, à savoir être finalement celui qui sera le plus enclin à défendre Zelensky. Oui, d'accord. Ça, c'est une chose. Donc, il veut exister, quoi. Pour résumer ce que vous venez de dire, il veut exister. Mais soyons clairs. Sauf que au sein de l'Union européenne, il y a quand même des pays de l'Union qui souhaitent que l'Ukraine intègre et l'Union et l'OTAN, évidemment. C'est littéralement impossible, parce que le problème, c'est que d'abord l'OTAN, Zelensky, il y a 2-3 jours, a commencé par dire qu'il comprenait qu'il y avait de l'urgence, mais en même temps, il pouvait comprendre que l'OTAN, c'était pas acceptable. Mais même l'Union européenne, c'est une vieille dame, si vous voulez, elle est sur des processus extrêmement longs. Alors on peut dire qu'on peut accélérer tout ce qu'on voudra, mais l'Union européenne n'a jamais démontré qu'elle était extrêmement rapide. Pourquoi? Parce que c'est une recherche de consensus permanent. Et à mon avis, ils l'auront pas. Ça, c'est la première chose. La deuxième chose, quelque part, c'est que quel est notre intérêt à nous, Européens et à nous, Français, de faire entrer l'Ukraine aujourd'hui dans l'Union européenne, à part faire plaisir aux uns et aux autres? On n'a aucun intérêt. Nous, on a intérêt à réfléchir, à mettre ça sur la table, à faire des grands débats. Ça peut durer plusieurs années. La Turquie, ça a duré depuis 25 ans. On l'a toujours pas fait. Ça n'a pas changé la face du monde. Encore une fois, est-ce que l'Europe a intérêt aujourd'hui à intégrer, l'Ukraine directement? Vous posez la question, vous avez la réponse. Est-ce que l'Europe a intérêt ou pas? Bien sûr que non, elle n'a pas intérêt. Alors, moi, je serais, je suis assez d'accord sur le fond avec le colonel, mais je voudrais apporter une nuance dans le raisonnement. Au début de la guerre, les Occidentaux disaient pas de chars. Bon, aujourd'hui, on donne des chars. Ensuite, quand on a donné des chars, Zelensky a demandé des avions. On leur a dit ah non, pas d'avions. Et on va leur donner au moins des pilotes et bientôt des avions. Nous sommes dans une forme d'engrenage que contrôlent, je pense, les Américains et les Russes, mais pas vraiment les Européens. Mais les trois contrôlent, les Américains, les Russes et Zelensky. C'est ce qu'il fait. Zelensky, il joue une carte habile, que je trouve très habile, c'est qu'il joue des uns et des autres et qu'il demande toujours plus pour avoir un minimum quelque chose. Bon, voilà. Donc, et là, s'il demande l'OTAN, évidemment qu'on va pas lui donner l'OTAN, parce qu'à ce moment-là, c'est un véritable casus belli avec les Russes, me semble-t-il. Mais je reste à nouveau prudent. Parce que les stratèges mondiaux, français et mondiaux, etc., raisonnent moyen terme et long terme. Le problème, c'est quid de la Russie? Alors, à propos de la Russie, moi, je voudrais vous poser une question qui paraît un peu provocatrice. Est-ce que Poutine est un homme raisonnable? Moi je pense qu'il est parfaitement raisonnable. Parfaitement équilibré. Parce que, souvenez-vous, les titres, Poutine est fou, Poutine est malade, il va mourir.
Vous avez vu ça sur toutes les chaînes de télévision. Alors moi, évidemment, il faut nourrir les programmes, mais bon. Juste Poutine. Moi, je pense que Poutine est parfaitement logique. Le problème, c'est qu'il avait pas la mauvaise perception de son armée et du monde dans lequel il évoluait. Et ça, malheureusement, si vous voulez, vous mettez parce que c'est un homme hyper administratif. Vous l'avez vu il y a quelques jours à la télévision, il expliquait qu'il dormait 6 heures par nuit, etc. Bon, il est un petit peu ailleurs, mais n'empêche qu'il est relativement logique. Le problème, c'est qu'il a une situation à gérer qui est absolument incroyable. C'est inimaginable. La Russie qui est mise au banc du monde, est-ce qu'il va aller à Durban ou pas? Est-ce que les Sud-Africains vont l'inviter ou est-ce qu'on va l'arrêter à Durban ou pas au mois d'août au sommet des BRICS, etc., etc. Donc en fait, son problème, c'est qu'aujourd'hui, c'est un paria. Et nous, malheureusement, Européens, on a poussé à la roue. C'est qu'on l'a inscrit au TPI. Enfin, on veut qu'il soit jugé. Et donc, on est pris par notre parole quelque part. Donc le problème, on a crispé la relation entre le Russie et l'Europe. Oui. Alors moi, je pense qu'il est en tout cas beaucoup plus rationnel que quelqu'un comme Blinken ou comme Biden. On l'a vu, et je voudrais préciser à vos éditeurs que je n'ai pas de contrat de travail avec la Russie en disant ça. Je précise, parce que je voudrais pas qu'on interprète mal ce que je vais dire, de manière un peu ironique, si vous voulez. Hein, vous voyez ce que je veux dire. Je pense que moi, je suis frappé par le fait que Poutine, chef de guerre, est d'une rationalité complète. On a dit qu'il voulait déclencher le feu nucléaire. Aucun analyste sérieux qui a les vraies informations vous dit que c'est crédible. C'est vrai. Quand les Polonais ont instrumentalisé l'histoire du missile ukrainien qui était tombé sur la Pologne, les Polonais ont vraiment voulu instrumentaliser le truc avec Zelensky. Les Américains ont dit aux Polonais, bon, ça suffit. Ils savaient exactement ce qui s'était passé. Et Poutine n'a pas réagi. Quand les drones sont tombés sur le Kremlin, Poutine n'a pas réagi non plus. Donc c'est quelqu'un qui est ultra rationnel, mais qui a des contraintes, à mon avis, qui sont des contraintes non pas vis-à-vis de l'extérieur, mais qui ont des contraintes vis-à-vis de l'intérieur. Et la situation politique étant ce qu'elle est en Russie, Poutine passe pour un modéré au sein de la majorité de la population. Vous avez aujourd'hui une majorité de la population qui voudrait que Poutine soit beaucoup plus guerrier, beaucoup plus agressif vis-à-vis de l'Occident. Et Poutine, en fait, est évidemment tenu à la fois par le jeu intérieur et les contraintes militaires qu'a rappelé le colonel de Jong, une armée qui n'avait été modernisée qu'à moitié, et la moitié qui avait été modernisée n'était pas les forces conventionnelles qui font la guerre aujourd'hui, mais les forces stratégiques et nucléaires. Et la France? Vous savez, la France... Père de Jong, est-ce que nous comptons? Ah bah oui, on compte toujours. On compte encore? Alors le problème pour les Français, c'est compliqué, c'est que nous on pensait vraiment avoir la plus grande armée européenne. Oui. Et malheureusement, on réalise progressivement qu'on a une armée très puissante grâce au nucléaire principalement, mais on réalise que du point de vue conventionnel, on a largement décroché. Oui. Et pourquoi on est rattrapé par les Polonais et par d'autres, etc. Donc c'est un vrai sujet. On a le même problème aujourd'hui que les Britanniques, qui sont dans la même situation que nous. Alors pas dans le même contexte, mais ils réalisent qu'en fait on a perdu notre puissance et notre crédibilité militaire. Alors qu'une fois, nucléaire, elle est présente, heureusement, elle est réelle, ça. Mais autrement, on est faible. Donc en fait, on paye actuellement, du point de vue militaire, le prix des réformes qui ont été engagées en l'an 2000. Rappelez-vous, la période des dividendes de la paix, etc. Donc nos armées n'ont cessé de baisser en effectifs. Et malheureusement, aujourd'hui, vous comptez quand vous êtes puissant militairement. La meilleure preuve, c'est qu'on n'arrive pas à donner de matériel aux Ukrainiens, contrairement aux autres. On n'a pas les gens. On dit qu'il faut donner des Leclerc. On en a 222. Oui. On va en donner combien? On va donner 2 ou 3. Mais on n'a pas ce matériel. Et les armées françaises ont un énorme problème. C'est ce qui a été donné aux Ukrainiens n'a toujours pas été remplacé. Je parle du César. Aujourd'hui, vous avez quasiment un régiment et demi qui n'a plus de canon. Alors vous dire, on peut se contenter quelque part. Donc il y a une vraie réflexion. Et la loi de programmation militaire qui est en train d'arriver, elle va viser théoriquement, en fait, à compenser ces manques. Donc encore une fois, si vous voulez, il y a un débat au point de vue militaire qui est très compliqué. Et du point de vue politique, même si l'argent n'est pas dirigé sur l'armée conventionnelle. Enfin, en partie, mais assez peu finalement. Ah non, c'est assez peu, oui. Et à mon avis, l'armée de terre particulièrement, elle se fait un sacré souci sur le recomplètement de ses stocks et puis du matériel qui a été donné. C'est vraiment central. La France, Mériadec Raffray. On peut peut-être citer un chiffre pour donner aux auditeurs une idée de l'aide française à l'Ukraine. On en est aujourd'hui à 1 milliard à peu près. Hein. C'est ce qu'on a donné via le Fonds Facilité Européenne de Paix aux Ukrainiens. Aujourd'hui, vous avez clairement, un débat au sein des armées, et en particulier au sein de l'armée de terre, à qui on prend du matériel, y compris du matériel très récent, moderne, c'est-à-dire les canons César que vient de citer le colonel, pour les donner aux Ukrainiens, mais pas que. On peut pas tout dire parce qu'il y a des choses qui sont un peu confidentielles, mais il y a aujourd'hui des unités qui sont déséquipées. Je dis bien déséquipés pour fournir du matériel à l'Ukraine. Et
Le problème est que les promesses n'engagent que ceux qui les donnent. Aujourd'hui, le volume historique des crédits accordés aux armées ne suffira à peine, en fait, à proroger l'élan donné depuis 2017 pour sauver le modèle complet d'armée et continuer à le moderniser, mais pas plus. C'est-à-dire que les canons qui seront donnés aujourd'hui seront peut-être remplacés, mais un pour un dans 7-8 ans. Mais ça ne nous en donnera pas plus, sachant que les modèles étaient déjà ultra réduits. Alors, l'argument qui est apporté par l'exécutif à cela, ils disent, oui, mais vous comprenez, la France n'est pas en première ligne en Ukraine, elle n'aura pas le risque d'affronter les Russes. Mais à ce moment-là, messieurs, fermez boutique et supprimez l'assurance militaire. À ce compte-là, on n'a pas besoin de les armer non plus, si vous voulez, si on pousse loin le raisonnement. Vous voyez, donc c'est pas un raisonnement, en fait. Donc, si on prend les 413 milliards d'euros de la loi de programmation militaire sur 2024-2030, si vous enlevez le coût de l'inflation, 30 milliards, si vous enlevez l'argent qui va aller à la dissuasion, à peu près 10-12% du total, oui. Ce qu'il reste ne permet que de proroger le rythme de remontée en puissance qui a été initié depuis 2016-2017, pas plus. Or, le débat a été, la guerre revient en Europe, faut-il nous réarmer ? Je donne un seul exemple extrêmement concret de ce fait-là. Les régiments d'infanterie étaient à 5 compagnies de combat. On a supprimé une compagnie de combat il y a 2 ans. Pourquoi ? Pour récupérer des budgets, pour faire autre chose, concrètement, créer des unités, etc. Techniques, pour faire court, cyber, etc. Là, il faut renforcer les régiments d'infanterie eux-mêmes. Donc, ils vont supprimer une 4e compagnie de combat et la transformer en compagnie d'appui. Oui. Ce qui veut dire que tout se fait sous enveloppe. Ce qui veut dire que, globalement, nos armées, si vous voulez, il y a des perspectives d'investissement. À dépenses constantes. Voilà. Le problème, c'est que, vous savez, dans les budgets de la défense, il y a 2 niveaux. Il y a le budget, le titre 5, qui est le budget, je dirais, de fonctionnement, les salaires, les opérations, les missions, l'entraînement, etc. Et puis le titre 3, non, l'inverse. Titre 3, qui sont les missions, etc. Et le titre 5, qui est l'investissement. On voit bien qu'aujourd'hui, le choix, c'est un choix d'investissement sur le long terme. Et au passage, après 2027. Bien, merci messieurs, merci d'être venus nous voir. Passionnant, hein. Évidemment, nous aurons l'occasion de reparler de la situation entre l'Ukraine et la Russie sur l'antenne de Sud Radio. Il est 11h56, nous allons partir pour l'Afrique. Après les informations, le Sénégal, où la situation est plus que mouvementée au Sénégal. Pourquoi les émeutes? Qui est le principal opposant? Ousmane Sonko, dont les partisans descendent dans la rue. D'immenses champs de gaz et de pétrole ont été découverts dans l'Atlantique. Ils vont être, ces gisements qui vont être exploités avec la Mauritanie. Nous allons parler de tout cela juste après les informations de midi. Il est 11h56. Jean-Jacques Bourdin. Il est 12h11. Parlons du Sénégal avec Lou Vialet, qui est spécialiste en économie internationale et en géopolitique africaine, auteur de La fin du franc CFA, c'était en 2020, et puis Après la paix, défi français en 2021. Bonjour. Bonjour Jean-Jacques Bourdin. Merci d'être avec nous. Parlons du Sénégal, avec ces tensions, même des émeutes depuis maintenant quelques jours à Dakar, mais aussi dans les autres régions. En tout, 16 morts dans des manifestations contre le gouvernement. C'est un bilan qui a été publié hier. La Croix-Rouge a aussi annoncé avoir secouru hier dimanche 357 manifestants blessés, dont une femme enceinte, 36 éléments des forces de défense et de sécurité, 78 blessés grièvement ont aussi été évacués. Lou Vialet, que se passe-t-il au Sénégal? Eh bien, ce sont les partisans de l'opposant Ousmane Sonko qui sont descendus dans la rue. D'abord, qui est Ousmane Sonko? Écoutez, Ousmane Sonko, c'est un haut fonctionnaire sénégalais qui a terminé major de l'ENA en son temps. Et qui a créé ancien inspecteur des impôts. Hein. Inspecteur général des impôts, absolument. Ouais. Ce qui est, vous savez, c'est la manière de sortir de la botte, comme aujourd'hui on sort à l'ENA au Conseil d'État, on sort dans la botte en Afrique pour les impôts. C'est l'endroit le plus prestigieux. Et cet homme a fondé un parti politique avec certains de ses amis, certains de ses collaborateurs en 2014, le PASTEF. Alors, extrêmement difficile de dire ce que veut le PASTEF, puisque le PASTEF est anti-système. Il est contre absolument tout, et ce qu'il propose, eh bien, on ne sait pas trop, c'est le patriotisme, c'est l'état de droit, mais les propositions concrètes, on les attend encore. Et contre les élites corrompues, dit-il. Évidemment, et il est aussi, surtout, il a un discours qui bouc émissarise les étrangers. Pour lui, la faute finalement revient aux étrangers. Si le Sénégal est dans cet état-là, s'il y a une misère au Sénégal, c'est la faute de ceux qui spolient les ressources. Il a fait tout son discours là-dessus. Élu en 2017 député, réélu en 2022. Il a 48 ans. 48 ans, maire d'une ville de Casamance, la plus importante. Vous avez parlé des heurts, c'est à Dakar et en Casamance, mais les autres régions ne sont pas tout à fait inquiétées par ces heurts, c'est important de le dire. Et donc vous avez un homme qui est en réalité un démagogue et qui essaye tout simplement de jouer son va-tout en ce moment, puisque
on le verra sans doute par la suite, il a été jugé par contumace, il ne s'est pas présenté au jugement pour des viols. Il a été qualifié finalement de corruption de la jeunesse. Et il a, depuis 2 ans, victimisé sa parole et essayé de faire sortir ces éléments, ces militants, pour renverser le pouvoir en place. Oui, mais Lou Vialet, il conteste absolument. Hein. Ça s'est passé, dit-il, lors de massage qu'il pratiquait, une jeune femme. Et bon, il l'aurait forcé, plus ou moins. C'est ce que l'accusation dit. C'est ce que dit la jeune femme aussi, je crois, non? Oui, absolument. La jeune femme il n'a pas été condamné pour ça. Il n'a pas été condamné pour ça. Non, il était condamné pour corruption de la jeunesse. Oui, corruption de la jeunesse. C'est pas tout à fait pareil. Absolument. Mais moi, je vous pose la question, Jean-Jacques Bourdin. Oui. Est-ce qu'un parti qui se réclame de l'état de droit peut contester l'état de droit de son pays? C'est ce qui se passe aujourd'hui. Vous avez une décision qui a été rendue par la justice du peuple sénégalais. Oui. Je ne suis pas juriste moi-même, j'observe la chose. Oui. Eh bien, est-ce que vous pouvez vous prévaloir de cette décision de justice? Est-ce que vous pouvez la contester si vous êtes pour l'état de droit? Eh bien, il ne l'a pas respecté. Bon, il a été condamné donc à 2 ans de prison ferme. Ça veut dire condamnation, ça veut dire qu'il ne pourrait pas se présenter à la prochaine présidentielle. Et non, Jean-Jacques Bourdin. Ça, c'est ce que disent beaucoup de commentateurs, mais il se trouve que c'est un délit. Et c'est pas un crime. Il n'a pas été condamné pour viol, ce qui est un crime. Est-ce qu'il aurait interdit d'être éligible pour la prochaine présidentielle? Il peut être candidat. Pour l'instant, il peut être encore candidat. C'est un délit pour lequel il est inculpé. D'accord. Donc il peut être candidat. Et n'oublions pas qu'il a choisi de ne pas se rendre au jugement, ce qui fait qu'il a été jugé de cette manière-là. D'accord. L'opposition, je ne parle pas de la sienne, l'opposition. Oui. L'autre opposition, parce qu'il y a aussi une autre opposition au président Macky Sall. Ah, il y en a plusieurs, absolument. Il y en a plusieurs, oui. Qui regroupaient plus ou moins derrière le maire de Dakar, c'est cela? Tout à fait. Le maire de Dakar a été issu des dernières municipales et est un opposant au président sénégalais. Président Macky Sall. L'opposition demande à Macky Sall de renoncer à une candidature à un 3e mandat. Tout à fait. Lui, il a envie d'être... Il ne s'est pas déclaré encore, mais est-ce qu'il sera candidat? Les élections sont en février prochain, donc dans quasiment 1 an, un peu moins. Et en fait, c'est ce qui se joue aujourd'hui. C'est-à-dire qu'on voit que la présidentielle de février 2024 est en train de se jouer aujourd'hui. Et les tensions qu'on voit à l'œuvre, et la tentative d'insurrection qui a été lancée par le mouvement PASTEF d'Ousmane Sonko, eh bien, essaie de préparer finalement les esprits à une présidentielle. Mais surtout, Jean-Jacques Bourdin, ce qu'ils essaient de faire aujourd'hui, le mouvement PASTEF, vous avez peut-être lu leur communiqué d'hier, ils appellent à prendre le pouvoir par la rue, ils appellent à la démission et à la résistance jusqu'à ce que le président Macky Sall laisse le pouvoir. Est-ce qu'il est très populaire auprès des jeunes? Le mouvement PASTEF, vous voulez dire? Oui. Ousmane Sonko. Ousmane Sonko, alors... D'abord, il n'y a pas de sondage qui a été fait là-dessus, donc je ne pourrais pas vous répondre sur l'intégralité des Parce que ceux qui descendent dans la rue sont des jeunes. Hein. C'est des jeunes. Bon, la moitié de la population a 20 ans, donc c'est forcément des jeunes. Non, mais ça c'est vrai. Oui. 16 millions d'habitants au Sénégal, un chômage de 24,5%. Attendez, vous m'arrêtez si je dis des bêtises sur les chiffres. Un chômage de 24,5%, âge médian au Sénégal 19 ans, 40% de la population a moins de 14 ans. Ben voilà, non mais mettons-nous à la place 1 seconde d'un jeune de 20 ans, qu'il soit ou pas parce que d'autres ont envie de vivre tranquillement et simplement. Quelles sont vos perspectives d'avenir quand 9 emplois sur 10 sont dans le secteur informel? Quelles sont vos perspectives d'avenir quand vous avez une inflation qui depuis 2 ans est plus haute que la croissance? Quelles sont vos perspectives d'avenir quand le climat est en train d'éroder la côte du Sénégal, est en train de faire chuter la côte de Dakar notamment en ce moment? Quand vous n'avez pas de perspective professionnelle, quand vous ne savez pas à quel sein vous vouez d'une certaine manière, et quand vous avez quelqu'un qui vient vous dire, écoutez, ça c'est simple, c'est de la faute des autres. On peut avoir une croissance rapide, mais à ce moment-là, il faut virer tous les étrangers du Sénégal. C'est ce qu'il dit à peu près. Il n'a pas dit, il faut virer tous les étrangers. Mais en tout cas, la faute, la spoliation de nos biens vient des étrangers. Il a écrit ça notamment sur les gisements d'hydrocarbures qui ont été découverts récemment. Eh bien, à ce moment-là, vous avez des gens qui se disent, eh oui, la faute vient des autres. Mais il accuse aussi Macky Sall et son entourage de corruption. Oui, j'ai vu ça. Elle existe, elle existe, la corruption au Sénégal comme ailleurs. La corruption est le problème sans doute numéro 1 en Afrique subsaharienne. Oui. Et souvent d'ailleurs, elle est parfois entretenue par des entreprises occidentales et européennes qui viennent en Afrique en se disant c'est des corrompus et donc je viens en les corrompant. Mais je connais, Monsieur Bourdin, des entrepreneurs qui n'ont pas besoin de corrompre pour faire des affaires en Afrique. Ils ont besoin simplement de travailler avec des hauts fonctionnaires ou des fonctionnaires tout simplement et ça se passe bien. Bien, oui, mais la corruption existe. La corruption existe absolument. Et au Sénégal comme ailleurs. Au Sénégal alors, justement, il y a des enjeux terribles puisque du gaz a été repéré, découvert au large entre le Sénégal et la Mauritanie, au large des côtes et évidemment c'est un gisement considérable. Alors c'est 0,5% des réserves mondiales. Mais ensuite vous savez c'est énorme, c'est quand même énorme. Hein. C'est énorme, mais bon, ça n'en fait pas non plus un géant gazier, il faut être franc. Un géant gazier, par exemple, ça peut être l'Algérie aujourd'hui sur le continent africain, et encore. Mais
ce qu'on voit tout simplement, c'est que d'abord ces réserves, elles donneront lieu à des dividendes et à des recettes d'ici 10 ans, avec la mise en exploitation qui va démarrer cette année. Et ces réserves vont donner lieu à un débat national au Sénégal, où beaucoup de gens se sont dit, mais est-ce qu'on va nous spolier de nos ressources? Ousmane Sonko, dont on parlait tout à l'heure, a fait en 2018 un ouvrage qui est un peu sa pensée politique, disant que les hydrocarbures étaient étaient spoliés par les entreprises étrangères. Oui. Et il a dit notamment que l'État sénégalais, fake news qui a été débunké par l'AFP Factuel, ils font du bon travail parfois, eh bien, il a dit que l'État sénégalais ne toucherait que 10% des ressources exploitées par les entreprises étrangères. C'était faux. Le code minier sénégalais révisé en 2019 par Macky Sall, qu'il dénonce, eh bien, prévoit 40 à 50% de recettes issues de l'exploitation à partager avec les firmes exploitantes. Avec la Mauritanie aussi, on partage les... Alors ça, c'est autre chose. Oui. Mais vous avez une firme exploitante, pas une firme française d'ailleurs, important de le noter. Même d'ailleurs, les mines d'or ne sont pas exploitées par des firmes françaises non plus au Sénégal. Arrêtons les fake news, arrêtons de dire n'importe quoi. Eh bien, vous avez un partage de la ressource entre la Mauritanie et le Sénégal. La firme exploitante prend la moitié des ressources. La firme exploitante vient d'où ? La firme exploitante, vous avez des firmes écossaises notamment. C'est des firmes, vous savez, il faut énormément de moyens, énormément de qualifications pour faire ça. Et je sais que British Petroleum et des consortiums français se sont rapprochés et ils n'ont pas été choisis. Et donc, et tout ça se fait dans la parfaite légalité. C'est tout à fait transparent. Vous avez les documents sur Internet d'ailleurs. Bon, mais donc ça va être exploité et 50-50 avec les Mauritaniens. Ça va être à peu près. Non, alors. 50. Les Mauritaniens exploitent leur partie du gisement, et les Sénégalais aussi. Et le contrat qu'a l'État du Sénégal avec la firme exploitante, c'est vous prenez la moitié de ce qui vous revient, la moitié du gisement, vous prenez les recettes, et nous on prend les recettes par moitié. Voilà, c'est ça qui se passe. Et non pas 10% des recettes d'exploitation, comme le disait Ousmane Sonko. Oui, c'est 50-50. Bon, d'accord. Bon, tout cela, ça. Mais le Sénégal, il dit aussi, Ousmane Sonko, il dit, oui, si j'arrive au pouvoir, je vais limiter les droits des homosexuels. Il dit aussi, j'ai vu ça. Vous avez vu ? C'est un homme inspirant, n'est-ce pas ? Et je le dis avec beaucoup d'ironie. C'est un homme qui inspire beaucoup en France. Notamment, je sais qu'il a été défendu par Jean-Luc Mélenchon, qui se trouve dans une position un peu curieuse à défendre, et il a tout à fait raison, les droits et la vie des homosexuels en France. Eh bien, il faut, je pense, être cohérent jusqu'au bout et aller jusqu'au bout de sa pensée. Oui. Frédéric a sa femme qui est sénégalaise. Il habite à Bergerac, vous allez voir. Il va intervenir. Entendu. Frédéric, bonjour. Oui, bonjour. Bonjour. Que dites-vous, mon cher Frédéric ? Pardon ? Allez-y, Frédéric. Je suis content de vous recevoir. Mon épouse fait partie de la diaspora sénégalaise, voire même de Casamance, puisque Ousmane Sonko en est originaire. Il est d'ailleurs maire de Ziguinchor. Moi, j'étais là-bas au mois de janvier et j'ai pu noter sa popularité, de toute façon. Ça, c'est... Alors donc, de ce que vous l'avez dit, après, moi, effectivement, il a été inspecteur des impôts et donc il connaît pas mal les affaires. Alors, effectivement, il y a beaucoup de dénonciations de corruption. Plus ou moins, donc, alors ça c'est à vérifier de toute façon, mais toujours est-il quand même que il y a beaucoup enfin ça vous l'avez pas démenti, il y a beaucoup de corruption au Sénégal et il le dénonce maintenant. Cette affaire de mœurs qu'on a essayé de lui mettre dessus, faut pas oublier que lui, s'il avait eu des affaires de corruption et s'il avait des casseroles, il s'en serait servi pour le mettre par terre. Alors, donc ils vont monter cette histoire de viol dans un salon de massage. Ça a été démenti d'ailleurs par la fille en question. Et maintenant, il se retrouve juste avec cette histoire de corruption de la jeunesse. Faut pas oublier quand même que même s'il pouvait se présenter, s'il est en prison, ça sera quand même compliqué. Donc Macky Sall n'a pas joué le jeu démocratique en le faisant ce procès. D'ailleurs, il se rendait au procès d'ailleurs. Il est parti de Ziguinchor la semaine dernière. Et il s'est fait arrêter. Il a fallu qu'il aille seul parce que et en fin du compte, il s'est fait arrêter, mais il partait à son procès. Il n'est pas de question qu'il recule. Mais si vous voyez tout ce qui se passe là-bas, maintenant, on dit il y a de l'insurrection. Que font des nervis armés, des gens en civil, qui ne sont pas des policiers, qui tirent sur des gens. Monsieur Branco, d'ailleurs, qui devait défendre Ousmane Sonko, s'est fait refouler à l'aéroport de Dakar. Oui. Après avoir traité Macky Sall de tyran et appelé à l'insurrection, c'est pas ce qu'on appelle un avocat pacifique, mais sans doute un militant. Non, mais c'est un avocat. Bon, et l'avocat, aujourd'hui, si on remet en question l'avocat, de toute façon, non. Ce que je veux dire par là, c'est que il a fait d'ailleurs une conférence de presse, Monsieur Banco. Ce que je veux dire par là, quand même, c'est ce qui se passe. Il y a une image qui circule, qui est vraie, sur les réseaux sociaux, notamment sur Twitter. Vous avez quand même les CRS qui ont mis un enfant de 8 ans en bouclier humain. Bon, enfin, il y a quand même, je veux dire que moi j'invite les gens à se renseigner.
Hein, vous pouvez aller voir le hashtag Anatolium de M. Branco, qui documente bien ce qui s'y passe, de toute façon. Bon. Et après, pour se faire une opinion, mais c'est pas une insurrection, c'est simplement que c'est quasiment que c'est une dictature de vouloir enfermer un opposant juste avant les élections. Bon, Lou Vialet. Écoutez, je pense que cet homme a sa carte dans un parti, et notamment probablement pas dans le parti du président en place. Vous avez dit un mot de Juan Branco et des images qui circulent sur les réseaux sociaux. Il faut faire très attention, on le sait très bien, les images peuvent être tout à fait manipulées. Cette image d'un enfant devant des gardes de police, eh bien, c'est une fake news. Vous avez aussi beaucoup de choses qui ont été dites par monsieur Juan Branco qui joue à attiser le feu et à attiser les tensions depuis Paris, puisqu'il n'est pas sur place. Il a notamment dit que le directeur de la sécurité publique et le commissaire central de Dakar avaient demandé à être dégagés de leur poste, ce qui est complètement faux, ce qui a été démenti par les intéressés. Donc cet homme rajoute de l'huile sur le feu. Je me pose la question de sa qualité d'avocat et de ses intentions, puisque cet homme, a priori, avant d'être même de vouloir aller à Dakar, avait dit que le président Macky Sall était un tyran. Eh bien, je pense qu'il faut dépolitiser les choses. Bon. On voit un démagogue d'un côté, et de l'autre côté, le président Macky Sall n'a pas proposé de revenir à un troisième mandat, pas pour l'instant. La campagne n'est pas encore déclarée, c'est important. Mais... Et depuis 2 ans, vous avez dit que M. Sonko voulait se présenter à son procès. Ça fait 2 ans en réalité que cette affaire existe et qu'il y a une autre affaire de diffamation contre un ministre du gouvernement de Macky Sall. Eh bien, il a joué cette stratégie de ne pas se rendre à son procès plusieurs fois pour se victimiser et aussi amener ces gens dans la rue. Alors, donc, il faut avoir ce regard-là. J'ai pas le temps de prendre Amadou qui est sénégalais, qui nous a appelé aussi, qui dit le gouvernement de Macky Sall jouit d'une impunité qui est invivable pour nous Sénégalais. C'est une forme de... Est-ce que c'est une vraie démocratie au Sénégal? Est-ce que Macky Sall est un corrompu et dictateur? Écoutez, voyons un peu les choses. D'abord, moi, je suis pas là pour décerner des points aux uns aux autres. Moi non plus. Vous avez un homme qui a été élu 2 fois. Vous avez 2 fois, la dernière fois 57%, et M. Sonko a participé régulièrement aux élections présidentielles de la dernière fois. Il a fait un peu plus de 15%. Exactement. Il a terminé 3e. Oui. Eh bien, cet homme, soit il veut gagner à la régulière, et donc par les urnes, soit en ce moment, ce qui se passe avec son parti, le PASTEF, et c'est pour ça que moi, ça m'inquiète pour toute l'Afrique, qui sont nos voisins. S'ils prennent le pouvoir, non pas par les urnes, mais par la rue, et par l'insurrection, vous allez voir ce qui se passe au Burkina Faso, au Mali voisin, c'est-à-dire des juntes qui dirigent et qui font mal au peuple en définitive. Est-ce que j'ai une dernière question à vous poser en ce qui concerne Sonko? Est-ce que Sonko est musulman d'abord? Et est-ce qu'il a des liens avec les extrémistes musulmans islamistes qui sévissent sur une bonne partie de l'Afrique? Je pourrais pas, pour être franc avec vous, je n'en sais rien s'il a ces liens-là. En revanche, ce que je sais, c'est qu'il faudra regarder ce que disent les confréries musulmanes du Sénégal, qui sont importantes dans la résolution des conflits et qui jouent des rôles de médiateurs importants. On parle de démocratie. Nous ne sommes pas en Europe, nous sommes en Afrique, et donc le rôle de certains groupes sociaux est important, notamment les confréries sénégalaises. Et ici, ce qu'on peut tout simplement espérer, c'est que la culture du putsch, qui vient aussi de la dégradation des conditions sécuritaires et sociales et économique des Africains, que cette culture ne se développe pas, et on veut d'un Sénégal stable et d'un pouvoir qui soit pris non pas par la rue mais par les urnes. Bien, merci Lou Vialet d'être venu nous voir. Vous êtes d'accord, pas d'accord, c'est le jeu, vous le savez. Il est 12h27, merci de nous avoir suivis depuis ce matin. C'est l'heure d'André Berkoff.